Benoît Saint-Denis, Joël Alvarez. C'est l'heure de la preview d'un des chocs de l'UFC 315 parce qu'il y aura aussi Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko. Mais là, on s'intéresse à notre God of War qui revient après 2 défaites consécutives face à un Espagnol haut dans l'ombre qui va vouloir prendre la place du Français dans le top 15 de l'UFC. Et du côté de BSD, il faut sécuriser cette place dans une division toujours plus dense. Spoiler alert, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud parce que le gars Joël Alvarez, il est au-delà de dangereux parce qu'il a 100% de finish lui aussi sur 22 victoires, il est à 22-3, donc BSD aussi, donc a priori ça va être un combat qui va être probablement une boucherie, a priori les deux l'ont annoncé et les deux ont l'air très contents que ça se passe comme ça, donc ça c'est génial pour nous les fans en tout cas, mais c'est pas juste un mec qui fait n'importe quoi et qui en gros est extrêmement physiquement athlétique et donc qui est très rapide et machin, il arrive à avoir des finishes, c'est quelqu'un qui est méthodique mais qui est un finisseur né et qui ne recherche que ça malgré tout. Donc qui dit méthodique dit qu'il fait pas n'importe quoi, et effectivement on va le voir, il fait non seulement pas n'importe quoi mais il est dangereux à peu près partout. Donc oui, ça va être chaud, mais Benoît a de quoi faire. Et il a les armes pour le faire. Méthodique, mais Benoît a de quoi faire. Soit. L'analyse BSD Alvarez est sponsor par nos gars sur de Winamax. Et breaking news, si votre premier pari est perdant, il vous rembourse en cash jusqu'à 100€. Et avec le code LASSUEUR10, 10€ de bonus, toujours en cash. Vous voyez BSD contre Joël Alvarez, cote à 2,40 pour BSD. Si vous misez 20€ sur Benoît Saint-Denis, vous repartez, s'il s'impose, avec 48€. Je ne cesserai jamais de le dire les gars, jouer n'est pas une alternative au travail, jouer ne permet pas de s'enrichir, et surtout si vous avez moins de 18 ans, les paris sportifs ne sont pas pour vous. Maintenant, place à l'analyse. Petit point sur les codes Trust, comme d'hab chez nos gars de Winamax. 2,40 code de Benoît Saint-Denis pour une victoire, 1,52 pour Joël Alvarez, et surtout ce qui nous intéressait, c'est que 41% des parieurs de Winamax vont vers Joël Alvarez. Choquant, outré, dis-nous tout. En France, évidemment. Ouais, en vrai c'est ça qui est. Alors déjà le fait que Alvarez soit favori. Et 2,40, ça veut dire qu'il est quand même c'est pas mal, assez fortement favori. Ouais. Et 2,40 pour Benoît. Donc c'est étonnant effectivement, mais c'est pas déconnant quand on sait les dynamiques. Enfin, c'est vrai que là il y a plutôt comme ça d'ailleurs, comme ça. Mais parce qu'il y a Benoît Saint-Denis qui est sur 2 défaites d'affilée et la dernière était pas rassurante. Et tandis qu'Alvarez, il est vraiment sur un gros run. Là, il est sur 3 victoires d'affilée et toujours plus impressionnant à chaque fois. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait ce côté un petit peu. C'est pas changement de garde, tu vois, mais c'est bon. Si on suit la dynamique des deux, il semblerait logique qu'il y en ait un du coup qui reprenne un petit peu le flambeau de prospect qui va tout démonter, qui est Joël Alvarez. Le fait que 41% des parieurs en France misent sur Joël Alvarez, ça fait un peu plus flipper parce que en fait on en parlait juste avant, mais on se disait pendant sa montée, on avait vraiment cette sensation qu'il y avait tout un bloc derrière Benoît, et là ça veut rien dire parce que voilà, ce sont les parieurs, 41% des parieurs, donc la majorité, 60% reste quand même pour Benoît et mise sur Benoît, et c'est-à-dire mettre de leur argent sur Benoît. Donc c'est-à-dire que 40% sont suffisamment certains que ça va mal se passer pour miser contre lui. Et effectivement, c'est intéressant, juste ne serait que de voir que là, dans des cas on ne peut plus pratiques où c'est réel, les gens mettent leur propre argent, donc il n'y a pas de moi je dis ça mais je fais l'inverse. Eh ben effectivement, c'est beaucoup plus polarisé qu'avant, quand il était sur sa montée. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Rust, il convient de poser les bases, à savoir Joël Alvarez, pour l'instant dans sa carrière UFC, on a toujours eu le Joël Alvarez que l'on attendait. Il a évidemment déjà été dépassé, mais on a eu le Joël Alvarez qu'on attendait. Là, on va parler du combat Benoît Saint-Denis-Joël Alvarez, en partant du principe que les deux arrivent en très bon état de forme. Problème, et c'est pour ça qu'il faut poser tout ça, Benoît Saint-Denis, lors de ses 2 derniers combats, ses 2 défaites malheureusement, contre Dustin Poirier, il était sous staff, ce qui fait qu'il n'avait, on va dire, dans le réservoir qu'un seul round, et contre Renato Moicano, de son propre aveu chez Mouloud Achour, il est venu sans game plan. Et là, de ces deux côtés, on va bien évidemment penser au meilleur comme au pire, mais surtout qu'il y a eu du changement, aussi bien de team avec en tout cas des ajouts avec Nicolas Haute qui est arrivé, ou même en termes de santé où il faut prendre des précautions. En fait, c'est ça, c'est
C'est ce qu'on répète à tire-larigot, mais c'est vrai que. Enfin, c'est ce qu'on répète, ce que tout le monde dit, hein, on n'est pas des génies, mais quel Benoît va-t-on avoir? Et du Benoît qu'on va avoir dépendra la performance qu'on aura très probablement. Donc, à savoir, les quelques mois depuis lesquels il est avec Nicolas Haute, en plus de son staff habituel à Bayonne, les quelques mois avec lesquels il peut s'entraîner avec des nouveaux sparring, quel changement ça a pu faire profondément dans sa manière de combat. Il n'y aura pas de changement profond dans le sens, il ne va pas changer son style, Benoît, mais à quel point est-ce que ça a pu avoir l'influence positive qu'on espérait que ça puisse avoir sur la performance qui vient. Et puis même en termes effectivement d'intention, on peut le dire comme ça, le fait qu'il vienne conquérant comme il l'était lors de sa montée, enfin comme il l'était tout le temps, à part ce fameux combat contre Moïcano, et encore, il était bien revenu au deuxième round, mais voilà, on a senti, on a eu cette impression, et il l'a dit lui-même ensuite, que c'était pas le même Benoît, qu'il n'était pas vraiment dans sa tête, aussi confiant qu'il ne l'était d'habitude. Et donc voilà, il y a tout ce côté-là de quel Benoît va-t-on avoir. Ben là, on peut que faire des suppositions. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Nicolas Haute, bon, on le sait que c'est un excellent coach et un excellent head coach. On sait qu'il s'entraîne avec dans les sparring et puis dans les gars qu'il a individuellement dans son staff, l'élite. Maintenant, voilà, comment va-t-il venir? Avec quel état d'esprit? On entend dire, les bruits de couloir, on entend dire que visiblement il est en mode, en gros, il va partir à la guerre, mais en mode, voilà, qui va lui prendre son âme. On va voir, mais effectivement, il y a tellement de choses qui dépendent de l'état d'esprit de Benoît, puisque ça se traduit par son agressivité dans la cage, et qui dit agressivité dit que c'est lui qui est le premier sur les actions, c'est lui qui dépasse ses adversaires, qui met la pression, et qui les met sur la défensive pour les forcer à répondre plus que développer leur jeu. C'est pour ça qu'on en parle, et que même si c'est de l'abstrait, on met l'accent dessus, c'est parce que c'est un de ces combattants-là, Benoît, où le côté ultra agressif fait partie intégrante de son style, et quand il ne l'a plus, c'est pas la même chose. Comme on a pu le voir malheureusement lors du dernier UFC Paris. Rust, parlons de monsieur Joël Alvarez et monsieur Benoît Saint-Denis, mais le point qui est particulièrement intéressant sur les deux, c'est qu'on a tendance à se dire BSD, BSD. BSD pourrait s'occuper de Joël Alvarez à la manière de ce qui s'était passé pour Joël Alvarez contre monsieur Arman Tsarukyan, parce que Joël Alvarez, sur le papier, vous allez vous dire 40% de défense de takedown, il a jamais tenté un takedown, mais c'est pas un ce qui est faux, hein, d'ailleurs. Ah, ce qui est faux d'ailleurs, ouais, mais c'est... les stats de l'UFC mettent qu'il a tenté 0 takedown, qu'il a 0%. En fait, c'est parce que contre Marc Diakiz, il en a fait un, il a mis Marc Diakiz au sol, mais il a fait un peu une Saladin Parnasse où il était derrière lui, il lui a coupé les jambes et le mec est tombé sur ses fesses. Mais il a pas fait de takedown en mode voilà, double leg et tout, quoi. Et à part ça, 17 soumissions en carrière pour le monsieur. Ouais. Bah en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant avec le profil de Joël Alvarez. Alors, c'est quelqu'un qui est très grand pour la division, et ça a son importance, hein, ne serait-ce que même pour les soumissions, dans le sens où ça, quelqu'un qui est très grand, qui a des grands segments et qui est extrêmement technique au sol, c'est un enfer. C'est vraiment, ça peut te trouver des triangles à partir de positions où t'es pas habitué à ce que les gens t'en mettent. Ça peut utiliser ses bras et aller te chercher à des endroits où tu pensais pas que c'était possible. Les grands, agiles et très bons au sol, c'est un enfer. C'est le cas d'Eddie Alvarez. Donc, il est à 1m91. De Joël Alvarez. Joël Alvarez. J'en étais sûr que j'allais la faire. Donc, et en plus de ça, ouais, voilà, il est à 1m91 en lightweight, c'est-à-dire chez les moins de 70 kg. Donc, c'est rarissime, hein, comme gabarit. Son allonge est à 1,96. Donc, voilà, c'est pas comme si en plus il avait des bras de T-Rex, hein, ce qui aurait pu être un peu un truc en trompe-l'œil. Bah, même pas, c'est un albatros. Il a même combattu d'ailleurs en featherweight, hein, c'est-à-dire en moins de 66 kg, mais c'était en 2015. Et puis après, il a été en M1 en featherweight, prendre un high kick en pleine tête par un Russie, dont le nom d'ailleurs se termine par Kalilov. Et puis ensuite, il a arrêté les wake-up hardcore comme ça. Il met pas des KO sur un coup, mais par contre, il te démolit sur des accélérations de violence. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il peut faire mal, hein. C'est-à-dire qu'il y a sur certains jabs ou directs, il a mis des knockdowns où il a choqué les mecs. Mais c'est pas non plus c'est pas un Ngannou, c'est pas un Gaethje, c'est pas un mec comme ça dans la catégorie lightweight. Il est donc en garde orthodoxe, ça va avoir peut-être une importance, disons que ça a une importance cruciale parce que donc il sera en garde inversée avec Benoît qui lui est gaucher, donc c'est-à-dire jambe droite devant, et ça veut dire que dans la théorie ça ouvre les kicks, mais on va y revenir, hein, sur tout ça. Depuis qu'il y a eu
depuis qu'il y a eu un petit peu le combat contre Moïcano, qui était parfaitement préparé pour les middle et pour les kicks en général de Benoît, qui les a attrapés et qui ensuite a mis Benoît au sol. Et il était préparé aussi pour la garde papillon de Benoît, etc. Donc il était préparé pour tout. Donc il y a vraiment... Benoît est surpuissant, Benoît fait mal et pète des bras comme il l'a fait contre Bonfim quand c'est des gardes inversés et qu'il peut s'exprimer. Mais contre Bonfim, c'était encore la période où Benoît n'était pas super connu des combattants UFC, il n'était pas encore, il n'y avait pas cette hype-là. Et j'ai vraiment été revoir le combat. En fait, c'est vrai que il va probablement falloir changer ça si jamais Benoît veut utiliser autant ses kicks, mais il ne les set-up pas. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas de, soit un jab puis le kick, il n'y avait pas de feinte, tout truc comme ça, puis de kick, enfin pas trop. C'était vraiment genre, l'action, c'est l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de camouflage, c'est je t'envoie ma jambe et c'est tout, et démerde-toi avec. Maintenant, il y aura probablement effectivement une importance à ce que Benoît devienne plus sophistiqué sur sa manière de kicker, parce que Alvarez va l'attendre dessus. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'il a énormément de soumission, Joel Alvarez, maintenant qu'on a fait un tour rapide du propriétaire, ben, c'est parce que c'est un peu un cow-boy Cerrone dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est un gars, il n'a pas forcément de préférence entre être debout ou être au sol, il est très à l'aise dans les deux domaines. C'est pas quelqu'un qui est bon en lutte, nécessairement, en lutte, c'est-à-dire il a quasiment pas tenté de takedown à l'UFC, un seul, si on compte celui de Diakis, 0 si on compte le fait que c'était pas un takedown traditionnel. Il est pas bon non plus, comme tu l'as dit, en défense de takedown. Honnêtement, c'est à peu près, si tu veux le mettre au sol, tu peux le mettre au sol. Par contre, comme il est très bon debout, il te choque, il te sonne et il est très compliqué à prendre debout, puisque comme il est très grand et très long et qu'il utilise bien son allonge et qu'il a un très bon coup d'œil, généralement il peut être à sa distance, t'assaisonner, t'intercepter, te faire mal, utiliser des armes énormément variées, des genoux, des coudes, quand il est en plus proche, et quand il est à distance, des kicks, des front kicks, des low kicks, tout ce que tu veux. Et lorsque ça va au sol, c'est-à-dire que généralement les adversaires sont en mode ok, là je commence à prendre l'eau, c'est pas bon, je vais essayer autre chose. Ben, il est extrêmement dangereux là aussi. Il est très actif avec sa garde, même lorsqu'il est mis sur son dos. Et il faut quand même être très préparé et être très bon comme Tsarukyan pour réussir à le dominer et à le gérer au sol. Même si, on va y revenir, il y a des ouvertures. Marc Diakis, par exemple, a réussi à le faire pendant plus de la moitié d'un round. Et pourtant, on sait que Marc Diakis, c'est pas Khabib, quoi. Donc, on va voir, il y a des ouvertures. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il est très dangereux debout, ce qui fait que généralement, les mecs, au bout d'un moment, se disent « Ok, c'est galère, on va voir ce que je peux faire si je l'emmène au sol. » Et au sol, il est non seulement actif, très dangereux, que ce soit dans ses tentatives constantes de soumission et ou de progression et dans les coups qu'il te met, et opportuniste, qui fait que, en fait, à moins de réussir à le contrôler, c'est tout aussi dangereux, et donc ça finit généralement par des soumissions. C'est-à-dire que il va blesser les mecs debout, puis ensuite il va leur sauter sur la nuque, et puis leur mettre une Darce Choke ou une guillotine, ou alors c'est les adversaires qui se sont jetés sur lui ou dans ses jambes, et là il saisit l'occasion pour les étrangler ou faire des trucs. Donc c'est assez intéressant parce que il a beaucoup de soumissions, et pourtant, à la manière de Cowboy Cerrone, c'est autant debout qu'au sol qui fait son dégât. C'est simplement que c'est comme ça que les gens que ça se finit en fait, quoi. Et sachant que pour l'instant, pour Joel Alvarez, les tests les plus importants qu'il a eu, à mon sens, il les a perdus, et le seul adversaire qu'ils ont eu en commun, Alvarez et Benoît Saint-Denis, c'était Thiago Moïse, et les deux l'ont terminé de manière différente, évidemment. Ouais, c'est ça. Bah, c'était un peu plus debout et uniquement debout pour Joel Alvarez, tandis que Benoît, il a vraiment utilisé son MMA total, qui, quand il peut l'enclencher avec l'agressivité qu'on lui connaît, c'est létal. Et c'est vrai que Joel Alvarez, c'était assez impressionnant de voir à quel point il pouvait être efficace contre Thiago Moïse et imposer son jeu, même debout, effectivement. Sur Striking, Rusty. Allons sur Striking. Let's go. Striking du Mont Blanc. Et alors, sur le striking, là où ce sera intéressant, c'est pas là où je serai le plus confiant pour Benoît. Il peut bien évidemment nous surprendre, mais Alvarez, le fait qu'il gère aussi bien sa distance, le fait qu'il fasse mal sur ses coups comme ça, c'est un peu une galère quand même à le gérer. Pourtant, il est perméable. C'est-à-dire que la défense en striking de Joel Alvarez, il prend des coups,
il a pas, notamment en anglaise, si les gars sont rapides, il a pas une super défense. Généralement, il recule son buste et il a pas forcément toujours les mains qui sont collées aux joues et donc il en a pris quelques-unes. Par exemple, Elvis Brenner, il en a pris. Contre Marc Diaquez, il en a pris. Donc, en défense, si tu avances sur lui, que tu doubles, voire triples les coups et que tu fais attention au contre et que tu es suffisamment rapide, il est touchable. C'est possible de lui mettre la main dessus. C'est juste qu'il a l'air d'avoir quand même un bon menton. Et le gros problème, c'est que il est aussi très bon en contre, c'est-à-dire que il est pas rapide, mais par contre, comme il a un bon coup d'œil, il intercepte bien. Il a un jab qui est chiant de ouf. Il a un jab qui fait mal. Et même c'est direct, en fait, il a un bon coup d'œil et un bon timing, ce qui fait que c'est pas si évident de réussir à avancer sur lui en réalité. Et en plus de ça, comme on l'a dit, il utilise tout un tas d'armes que les grands utilisent, c'est-à-dire notamment les genoux et en interception par exemple. Il est très bon là-dessus, il menace beaucoup. Il kick énormément, il met aussi des front kicks et tout ce qui va bien, les attaques de bas vers le haut qu'utilisent les grands généralement. Et il est pas mobile, c'est-à-dire qu'il est très lent en fait. Quand il avance sur toi, c'est vraiment, il te stalk. C'est vraiment un prédateur, tu sais, calme mais méthodique. Donc, à la limite, c'est ce qui lui permet aussi d'être bon sur la durée, c'est qu'il est très économe en énergie, mais par contre, dans une situation comme ça où ils sont en garde inversée, un détail mais qui peut être super important pour Benoît, c'est de toujours garder l'angle extérieur. Déjà, il se met hors de danger parce que par exemple là, j'ai pris comme exemple Giorgio Petrosian qui est un des meilleurs kickboxers de tous les temps et qui affrontait donc notre gars Sami Sana qui est beaucoup plus grand, qui utilise très bien ses genoux. Et ce qu'a fait beaucoup de Giorgio Petrosian, c'est que ils étaient en garde inversée tout pareil et à chaque fois il se décalait vers sa droite en prenant l'angle extérieur pour que son pied droit, là vous le voyez, soit derrière le pied gauche de Sami Sana. Et en fait, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle l'angle mort et c'est que c'est beaucoup plus difficile là pour Sami Sana de mettre les armes qui viennent droite et de bas en haut, notamment par exemple les genoux, et surtout quand tu as quelqu'un avec Giorgio Petrosian qui non seulement se décale constamment vers sa droite, dans un angle où c'est beaucoup plus difficile de trouver les armes pour Sami Sana, et en plus de ça, avec des mouvements de tête qui font qu'il se décale de la ligne d'attaque, et donc que s'il y a un jab qui vient pour l'intercepter, ou pour essayer de le toucher, ou un crochet du bras avant, du bras gauche là de Sami Sana, il l'évite, ou en tout cas il limite les risques. Et puis ce qui va toujours bien aussi, histoire de sophistiquer encore un peu plus, c'est si lors du décalage vers la droite et de la prise de l'angle extérieur, tu rajoutes, comme le fait la Giorgio Petrosian, un coup pour masquer son déplacement et ensuite potentiellement le dépasser. Et puis en plus de ça, comme il envoie un coup lui pendant son déplacement, Sami Sana est obligé de défendre et donc il peut pas envoyer de coup en même temps, il peut pas contrer, et donc même si c'est pas un coup qui est mis pour faire mal de la part de Giorgio Petrosian, et ben ça participe à la défense. Et donc voilà, juste avec des bails comme ça d'angle extérieur et de décalage, en même temps de masquer ces décalages, il peut, Benoît, en tout cas augmenter ses chances de se mettre en sécurité et de potentiellement dépasser Joel Alvarez, même sur des phases debout. Parce que lorsque c'est vous qui avez l'angle extérieur, vous pouvez mettre des coups beaucoup plus facilement et être dans un angle favorable comparé à votre adversaire. Donc avec les déplacements, Benoît peut probablement s'assurer une relative sécurité et en tout cas avec des déplacements intelligents, trouver lui des angles de frappe alors que ce sera plus compliqué pour Joel Alvarez. Et comme il est pas très mobile, on aurait tendance à croire que voilà, dans ce domaine des déplacements, il y a peut-être quelque chose à faire pour Benoît. En doublant ou triplant les attaques aussi peut-être, s'il y arrive, pour justement réussir à toucher Joel, même si celui-ci, du coup, malgré son physique de phasme, arrive à faire des retraits de buste, des trucs comme ça. Qui dit retrait de buste dit aussi que peut-être en faisant toujours attention au queue de genou, les coups au corps peuvent être une alternative et une option pour Benoît. Donc, debout, si on reste purement debout, il a des moyens il a des pistes qu'il peut explorer Benoît. Il est prenable et défensivement, c'est pas forcément le plus responsable, Joel Alvarez, mais il reste extrêmement dangereux. C'est-à-dire que tu es toujours un peu à un genou qui est un peu sorti de nulle part, et si t'as pas fait attention de changer la dynamique du combat parce que ses genoux font salement mal, parce qu'ils sont précis, parce qu'il va vraiment, il a un bon timing. Donc il y a des moyens, mais c'est vraiment dangereux quand même, d'autant plus que si tu n'arrives pas à trouver ta distance et que tu restes à son rythme à lui, à Joel Alvarez, un rythme un peu lent où c'est lui qui dicte un peu les échanges parce qu'il aime bien aussi avancer sur ses adversaires, tu peux rapidement te mettre dans la merde et que ça dégénère avant que tu aies le temps de te dire ah oui merde, en fait j'ai pas pu m'exprimer vraiment, et ça me ferait un peu peur. Donc c'est pour ça que si on restait dans du striking pur, honnêtement je serais pas forcément confiant pour l'un ni pour l'autre.
Mais par contre, c'est là où Benoît a sûrement son coup à jouer, c'est en MMA total, puisque les deux, et Joël Alvarez et Benoît, sont très très bons et sont des naturels dans mixer les armes du MMA total. Mais on a vu que Benoît pouvait le faire contre des mecs de très 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 haut niveau. Donc par exemple Dustin Poirier le premier round, Thiago Moises. Et ça, moi, personnellement, là, de ce que j'ai vu en tout cas, j'ai l'impression que c'est là où il peut avoir le plus gros avantage Benoît, c'est s'il arrive, lui, à imposer son rythme, sa dynamique et son MMA total avec le clinch, mais les coudes et les machins, le mettre au sol ensuite, ce qui normalement devrait être faisable. Et quand ça va au sol, oui, il est très actif, oui, c'est une galère, et oui, il est dangereux, Joël Alvarez, mais je pense qu'il est tout ça parce qu'il est très opportuniste et qu'il est actif. Mais Benoît, il a montré qu'il savait le faire avec extrême efficacité. Et en fait, pour résumer les choses, pour moi, je vois bien un monde où Benoît, ouais, ils sont très bons tous les deux dans ce mix total des armes du MMA, mais où Benoît lui montre que lui, il le fait avec plus d'efficacité et en dominant les débats et les échanges. Je vois bien un monde où Benoît avance sur Joël Alvarez, rentre dans la distance de clinch. Oui, c'est chaud et c'est risqué parce qu'il est grand et qu'il y a des genoux, mais s'il arrive à le choper, à le mettre contre la cage, à le pousser, ensuite à le mettre au sol, et qu'au sol, tu sais, c'est toujours Benoît qui a le coup d'avance, comme il a montré qu'il savait le faire au plus haut niveau. Ça veut dire, par exemple, ça va au sol, bah Benoît, il met, tu sais, la main sur le nez et la bouche de Joël Alvarez pour le gêner, et donc Eddie Alvarez va essayer d'enlever la main. Pendant qu'il enlève la main, Benoît, il est déjà un coup d'avance pour mettre des coups dans les côtes parce qu'il voit que les côtes sont découvertes et machin. Ensuite, quand il revient, parce qu'il a un coup de retard Alvarez pour reprotéger ses côtes, et ben Benoît, lui, il est en train de progresser pour avoir une position plus avantageuse. Tu sais, une espèce de dynamique à 100 à l'heure où Benoît serait toujours celui qui dicte ce qu'il se passe et où il mettrait en position un peu sur le reculoir en termes techniques Joël Alvarez. Ce qu'il avait fait exactement, comme tu as dit, contre Thiago Moises et Dustin Poirier. Round 1, exactement. Évidemment. Ouais, et c'est pour ça. Et comme on sait qu'il peut le faire au plus haut niveau, vraiment là, pour moi, c'est là où j'ai le plus gros espoir. Parce que il fait flipper Joël Alvarez dans le même domaine. Si tu te retrouves en clinch avec Joël Alvarez et que c'est lui qui dicte les échanges, t'es mort. Le nombre de KO, TKO qu'il a mis là dans ses 6-7 derniers combats, où après avoir un peu attendri les mecs debout ou au sol et que les mecs sont soit crevés, soit se disent « Ok, je sais pas trop comment le gérer », et où Alvarez les chope en tie clinch, ou les met le dos à la cage et se rapproche d'eux, et leur met des punitions bibliques avec les genoux, les coudes dans les mêmes échanges, et pendant que tu es en train de prendre l'avalanche, il te saute dessus pour te choper la nuque, il t'amène au sol, et ensuite il tente une darce, il tente un truc, tu te relèves, t'en peux plus, mais lui il est toujours là et il te lâche pas. Si c'est lui qui te gère et qui dicte ce qui se passe dans le clinch, c'est un enfer sur terre avec Joël Alvarez. Mais c'est pas pour ça, enfin tu sais, c'est comme les mecs qui mettent des très bons low kicks, c'est pas pour ça qu'il faut pas leur en mettre non plus, tu vois. Bah là c'est pareil, oui c'est là qu'il est très bon Joël Alvarez, mais je pense que c'est là que Benoît peut être meilleur. Nous sommes d'accord, et je pense que vous êtes d'accord avec Rust. Est-ce qu'on passerait pas au pronostic? Bah ouais, on peut passer au pronostic. Hein. Bah on peut quand même dire, pour revenir, tu sais, sur ce qui s'était passé avec Tsarukyan, parce que Tsarukyan, c'était il y a 4 combats, mais il a battu très clairement Joël Alvarez, et la manière dont il l'a battu très clairement, c'est début du combat, il y a quelques petits échanges debout. À un moment donné, il y a un échange un petit peu chaotique debout où Joël Alvarez se retrouve au sol parce que il prend moitié un low kick, moitié Tsarukyan lui chope la jambe, il se retrouve le dos au sol, au milieu de la cage. Et en fait, là, il a fait un truc qui était, c'est magnifique. Hein, c'est quand même Tsarukyan, c'est un combattant d'exception. C'est que non seulement Tsarukyan l'a contrôlé et immobilisé d'abord pour empêcher toute tentative de quoi que ce soit d'opportunisme sur les soumissions, les machins, les progressions, les coups pour Joël Alvarez. C'est-à-dire qu'il lui a mis les 2 mains sur les épaules en mode, alors donc tes 2 épaules vont rester au sol pour l'instant, tu vas te calmer, et pour contrôler toute tentative de quoi que ce soit, et il l'a maintenu au centre de la cage pour ne pas que Joël Alvarez puisse utiliser la cage pour se relever, ce qu'il a fait sinon à de nombreuses reprises.
mais vraiment de manière consciente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu sentais que il était sur son dos Alvarez, il se passe des trucs, il essaie de mettre des coups parce qu'il reste dangereux, et ça se rapprochait un tout petit peu de la cage. Et ben tu vois Tsarukyan qui bouge l'action pour réorienter Joël Alvarez son dos vers le centre de la cage pour ne pas lui laisser la possibilité justement qu'il utilise cette cage pour se relever. Et il a commencé en faisant ça, en le contrôlant d'abord, et puis ensuite effectivement il y a eu, quand il a enclenché le ground and pound et que c'est vraiment lui donc qui dirigeait les débats et qui avait à chaque fois qu'il prenait les premières actions et en empêchant le plus possible Joël Alvarez de lui-même développer le ground and pound à ce moment-là donc là en plus c'était au deuxième round, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu rebelote, il l'a mis au sol, etc. Le ground and pound était d'une violence pour Arman Tsarukyan. C'est là où on s'était dit oula, ah oui d'accord, donc si tu mets Tsarukyan contre un contender qui est un peu en train de faire ses armes, il va le tuer. C'était assez violent, c'était assez impressionnant, il l'a mis en sang, c'était un massacre, c'était une boucherie, mais voilà, c'était un peu de cette manière-là, en étant le premier, en le mettant au sol, en le contrôlant et en dominant les débats et en dictant l'action. Mais après, donc, comme tu as dit, les skills de Tsarukyan dans ce domaine, il y en a très peu dans la catégorie qui les ont. Complètement. C'est pour ça. On est optimiste pour Benoît parce qu'on l'a vu le faire contre une très grosse opposition. Mais voilà, il faut vraiment qu'il ait son A-game, comme on dit, quoi, qu'il soit là et qu'il soit au top. Pronosticos. Les gars, vous savez, vous pouvez devenir le meilleur pronostiqueur de la planète sur Los Pronosticos. Puis surtout, là, on va donner nos pronostics sur BSD Joël Alvarez. En termes de pronostics, eh ben... j'ai peur, bien sûr, parce qu'il me fait flipper sa mère, Joël Alvarez, parce qu'il est trop dangereux, parce qu'il est calme, méthodique et impressionnant, parce qu'il a un physique atypique et parce qu'il l'utilise bien. Et j'ai peur parce qu'on ne sait pas quel Benoît on va avoir. Donc, pour moi, c'est surtout ça, en vrai. En vrai, c'est surtout ça. Donc pour ce pronostic, basons-nous sur un Benoît Prime. Qui revient en mode envie d'en découdre. Voilà. Et en vrai, un BSD envie d'en découdre, ça le fait. Parce que tu vois, si entre-temps, il n'y avait pas eu le combat contre Moïcano, j'aurais été honnêtement peut-être en mode 70-30 pour Benoît. Je pense que sans le combat contre Moïcano, Benoît, il était favori de ce choc. Parce qu'on le rappelle, un premier round contre Dustin Poirier, c'est ce qui fait qu'on était aussi optimiste face à Renato Moïcano. Enfin, qui a fait ça, Dustin Poirier? Qui a fait ça, Dustin Poirier? Enfin, à part Khabib, c'est chaud de dire ça, mais à part Khabib, personne n'avait fait ça. Ouais. Voilà. Et vraiment, c'est impressionnant parce que quand tu remates le combat contre Poirier, il le fait ça, ce dont on est en train de parler, qu'on espère qu'il va faire Joël Alvarez, c'est-à-dire de complètement dépasser avec tout le temps un coup d'avance dans tous les domaines du MMA en même temps mixé, Dustin Poirier, ce qui est quand même fou. Et le seul truc qu'avait Dustin Poirier, je ne pense pas que Joël Alvarez aura ça, c'est que Dustin, t'avais quand même ce sentiment qui était impressionnant, je trouvais, dans le combat contre BSD, c'est oui, il était salement dominé dans le premier round, mais aucun moment de panique, contrairement au combat contre Khabib, où t'avais quand même ce côté, oh merde, là, ça va finir par tomber. Là, on sentait que le gars, il était bon, ok. Il a 5 minutes, il a je sais pas combien de temps où ça va être très chaud, je sais que c'est très chaud, mais je vais réussir à traverser ça. Ouais, complètement. Ben c'est donc voilà. Si on se base sur le Benoît Prime et qu'on fait comme s'il n'y avait pas eu le combat contre Moïcano, que ça n'avait pas existé, on n'est pas dans cette timeline. Mais ça n'existe pas. Arrête, ça n'existe pas. Et ben dans ces cas-là, je mets Benoît et je mets Benoît par TKO au deuxième round. Pareil, Benoît Saint-Denis, TKO des enfers, deuxième round et juste hop là. On est dans cet autre univers où il y a eu le combat contre Moïcano. Ah, purée, j'ai peur. En vrai, et c'est même pas en mode parce que on est français et parce que je dirais 50-50 parce que je ne sais vraiment pas. C'est pas en mode je pense qu'Alvarez gagnerait mais j'ose pas le dire, c'est pas ça. C'est vraiment que je ne sais pas. Avec le Benoît et les inconnus qu'on a là, je ne sais pas. Avec le Benoît, disons, qu'on a vu contre Moïcano, je ne sais vraiment pas. Ouais, non, moi, c'est vraiment ma crainte sur ce combat-là. C'est le combat vraiment contre Dustin Poirier, je mets ça de côté parce que vous perdez par KO contre Dustin Poirier. Après, ce qu'il a fait... Enfin, je veux dire, c'est...
à part le résultat, c'est difficile d'en vouloir à BSD sur ce qui s'est passé. Le combat contre contre Dustin Poirier, ouais. Le combat contre Renato Moicano, c'était un BSD en mode off. Là, ma grande peur, et que vous avez vu si vous suivez les combats depuis un moment, ou même là, c'est généralement les combattants, quand ils ont eu ce genre de combat, ils reviennent après en étant beaucoup trop agressifs. Et comme Ross vous l'a dit, Joel Alvarez, si t'as tendance à y aller un peu trop franco, bah tu peux vraiment te faire attraper. Et c'est ce qui me ferait vraiment peur, c'est que ce soit le combat là où on va remettre le curseur au milieu, mais sauf que ça ferait 3 défaites consécutives. C'est uniquement là où j'ai peur. Mais, et c'est pas un petit mais, et c'est pour ça que je suis quand même assez rassuré, c'est que là, t'as eu tout le camp d'entraînement où avec lui, il y avait, donc il était à Bayonne, mais il était aussi avec des Baki, des Youssef Bouganem, des Nassourdine Imavov et Nicolas Haute, qui a l'habitude du plus haut niveau, qui était là quand même pour réussir à jauger le truc et à replacer tout ça. Et donc évidemment, quand vous êtes dans un combat UFC, quand vous êtes sur la main card, c'est pas pareil que quand vous êtes au Venom Training Camp et que vous entraînez dans des conditions, même si c'est des sparring assez durs. Mais j'ai confiance en le fait qu'on aura un BSD qui saura mettre le curseur vraiment au bon endroit et qu'on n'est pas trop agressif justement. Parce qu'en fait, être trop agressif, à la limite, pourquoi pas, mais c'est juste qu'il faudrait juste s'assurer de pas y aller trop agressif en oubliant un peu de rester technique. C'est ça, exactement. Ouais, c'est trop agressif en oubliant sa défense. C'est ça, parce que typiquement, là, sur les échanges qu'on risque d'avoir debout, vu que les gens et les combattants ont commencé un petit peu à comprendre le style Benoît, donc on a dit Moicano, mais même de manière générale, là, s'il n'a pas raffiné encore ses armes, ça peut être compliqué. S'il arrive, et comme on l'a dit, il a un très très bon jab et un très bon coup d'œil, par exemple, Alvarez, si lors de ses avancées, Benoît, il n'y a pas de mouvement de tête, ça va être chaud, ça va être vraiment chaud, parce qu'il va se faire clipper probablement par des jabs et des trucs comme ça. Donc, s'il arrive en mode complètement comme ça, en oubliant un petit peu tout ce qu'il a vu et qu'il arrive en fonçant tête baissée et sans être technique ni sophistiqué avec les nouvelles armes qu'il a dû travailler, vraiment, effectivement, ça peut être moche, ça peut être sale. Maintenant, vu la vitesse à laquelle il a progressé, et on rappelle, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'il a commencé sa carrière pro, et qu'il était avec Nicolas Haute, en fait, je suis quand même assez confiant qu'on va voir ce côté agressif, mais avec un vrai raffinement technique, tu vois. Parce qu'il progresse à une vitesse de fou quand même. Mais oui. Le chaos avec un petit peu plus de sophistication, c'est ce que l'on souhaite pour l'UFC 315. Donc, est-ce qu'on est d'accord que notre pronostic, c'est TKO Benoît Saint-Denis, deuxième round? Ouais, moi je dis ouais. Allez, let's go. Serrons-nous la main. Et c'est parti. On se retrouve très vite. Bye.